Yves Guillerel, beaucoup de choses, beaucoup de dispositifs ont été évoqués, et notamment la période de professionnalisation. Alors je crois que les partenaires sociaux de la branche ont aménagé les conditions d'accès récemment à la période de professionnalisation. Est-ce que vous pouvez rappeler les grands principes de ce dispositif et comment en bénéficier? Avec le micro, ça sera, s'il vous plaît. Les grands dispositifs, malheureusement, c'est Maxime qui s'occupe de la période de pro. Vous n'avez vraiment pas de chance. Je m'occupe de la commission plan. Non, mais je pense... Donc, il est tout à fait capable de... Alors, Maxime. Allez, voilà. Nous, collège patronal, collège salarié, on travaille la main dans la main, de temps en temps face à face, mais souvent côte à côte. Côte à côte. La période de professionnalisation est un dispositif qui accompagne un salarié dans une formation en général longue, puisqu'en général la période pro au minimum est une formation de 70 heures, et souvent ce sont des formations qui vont jusqu'à 300 heures, même plus. C'est une formation qui se fait sur un parcours qui doit être individualisé. Il n'existe pas une période standard que l'on vend à tout salarié. Non, pour un salarié donné, après un entretien individuel où on a bien analysé ses compétences et on a analysé ses besoins, en fonction du parcours qu'on veut lui faire, justement le faire suivre, on met en place toute une série de modules de formation qui vont compléter ses connaissances, qui vont lui faire acquérir de nouvelles compétences de manière à le professionnaliser, c'est-à-dire de mieux l'adapter à un nouveau poste ou de relever ses niveaux de compétences pour le travail sur lequel il est en train de, aujourd'hui, réaliser son activité. Et là, ces périodes de professionnalisation sont très fortement, soutenues par la branche dans l'accord formation. Nous avons des enveloppes relativement importantes qui sont mises en place au FAFIEC pour accompagner et financer ces périodes pro. Les taux auxquels ces périodes de professionnalisation sont financées sont des taux très élevés qui souvent dépassent même le coût pédagogique. Or, ce sont des taux forfaitaires, donc ce sont des taux... Dans ce taux forfaitaire, vous arrivez à couvrir le coût pédagogique et une petite partie de prise en charge du salaire du salarié, donc c'est très avantageux pour l'entreprise. En fonction alors aussi du public, dans les périodes pro, nous avons des publics qui sont considérés comme prioritaires, qui sont des publics soit de salariés âgés de plus de 40 ans, soit des salariés, par exemple, de retour de congé maternité, des salariés qui sont de retour d'expatriation. Enfin, il y a toute une série de publics qui ont été identifiés comme étant des publics qu'on appelle catégorie 1 et qui ont des taux de prise en charge encore plus avantageux. Et puis, vous avez les publics qu'on appelle la catégorie 2, qui sont des salariés qui ont au moins 8 mois dans l'entreprise. Donc, vous voyez, ils sont relativement jeunes dans votre entreprise. Ça ne veut pas dire jeunes en âge, mais nouvellement embauchés et au bout de 8 mois dans une entreprise. Et si vous considérez que ce salarié a besoin d'avoir cette acquisition, cette formation complémentaire, vous pouvez aller vers la période de professionnalisation qui est vraiment un dispositif excessivement avantageux. Alors, je voudrais rajouter une chose, c'est que malheureusement, ce dispositif, de ce que nous constatons au FAFIEC, c'est que lorsque nous sommes en période de crise, les entreprises nous envoient leurs salariés pour obtenir des périodes de professionnalisation. Et lorsqu'on n'est pas en période de crise, comme par exemple le début de l'année 2011, la période de professionnalisation n'est pratiquement très peu utilisée. Et cette année, on est dans une situation relativement, je qualifierais de grave, parce que nous avons une enveloppe budgétaire au FAFIEC pour les périodes de professionnalisation qui risque de ne pas être entièrement utilisée. Et vous savez que la règle, c'est que si cette enveloppe n'est pas utilisée, les sommes qui ne sont pas utilisées ne peuvent pas être reportées sur l'année prochaine. Donc ils sont perdus. Donc c'est une partie de vos cotisations
mesdames et messieurs qui sont là, les entreprises, c'est une partie de vos cotisations qui risque d'être perdue parce que vous n'utilisez pas suffisamment la période et que vous ne faites probablement pas suffisamment le diagnostic en intérieur de vos entreprises pour identifier les salariés qui pourraient profiter de cette période de professionnalisation. Le message est passé. Vous avez aujourd'hui de véritables opportunités pour faire financer vos projets de formation. Dominique Jean-Jean, bonjour. Vous êtes le responsable de l'antenne Sud-Ouest. La période de professionnalisation, c'est un dispositif dont vous parlez beaucoup aux entreprises, un dispositif privilégié pour accéder à la sécurisation des parcours professionnels. Qu'est-ce que vous observez sur la région ? Alors, d'abord, je suis responsable de l'antenne de Toulouse. Nous avons sur place un responsable sur site avec son équipe et je crois que cette configuration montre bien comment peut fonctionner un OPCA dans la proximité. Ce qui fait la différence, on l'a vu entre le premier et le deuxième reportage, c'est finalement la proximité et le contact qu'on a avec les entreprises, la façon dont au quotidien, on leur raconte ce que sont tous ces dispositifs et tous ces sigles. Donc en effet, quand une entreprise a noué un contact avec son conseiller, l'ensemble des collaborateurs qui travaillent avec elle, les dispositifs sont connus, les choses sont beaucoup plus fluides et on peut entrer dans le luxe de détails que vient de donner M. Mazloum autour de la période de professionnalisation. Si on entre d'emblée auprès d'une entreprise, moins de 10 ou plus de 10 d'ailleurs, par des dispositifs aussi complexes, je pense qu'en effet, là, on passe à côté de notre objectif et de notre cible. Donc, ce qu'on observe, c'est un besoin d'information dans la proximité. D'accord. D'abord l'information, le projet de l'entreprise, et ensuite on propose les dispositifs qui sont adaptés. C'est votre façon de... Oui, sans doute. C'est vrai qu'une fois que le lien est bien assuré avec l'entreprise, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. On peut faire part des nouveautés, faire part de disponibilité sur des dispositifs, comme c'est le cas, par exemple, donc aujourd'hui sur la période de professionnalisation. On sait très bien que les entreprises qui nous connaissent sur le bassin couvert par l'antenne de Toulouse vont nous entendre, vont comprendre de quoi on parle, vont comprendre pourquoi les disponibilités en cette fin d'année ne seront pas reportables sur l'année suivante. Donc, elles seront d'emblée plus facilement mobilisables. Mais nous avons globalement un portefeuille de 4500, 5000 entreprises, 80% de TPE, moins de 10. Et hélas, nous savons que malgré notre volonté d'être dans la grande proximité, ce ne sont pas celles-ci que nous rencontrons le plus fréquemment. Le GARF, c'est un groupement de responsables de formation en entreprise. Ils viennent de publier un rapport sur la sécurisation des parcours professionnels. Et Francis Morier, le responsable des études, a bien voulu nous en dévoiler les grandes lignes. Regardez. Le GARF est l'association professionnelle des acteurs du développement des compétences en entreprise. Il vient de faire paraître un rapport sur la sécurisation des parcours professionnels. Francis Morier, responsable des études, répond à nos questions. La sécurisation des parcours professionnels, une idée qui fait son chemin ? La sécurisation des parcours professionnels, c'est vraiment un consensus de tous les acteurs. C'est de donner un sens au parcours que nous pouvons construire quand nous travaillons sur la formation. Ça n'est pas simplement de concevoir une réponse immédiate à un besoin de stage ou de développement de compétences sur une cible précise, mais c'est de concevoir dans une perspective de moyen terme, de concevoir les choses comme des étapes. Pour l'entreprise, quels sont les principaux enjeux de la sécurisation des parcours professionnels ? Le problème des TPE, c'est qu'il n'y a pas de DRH, il y a le patron et ses petites équipes. Souvent dans les TPE, les gens sont polyvalents. Et donc je pense que pour un patron de très petites entreprises, je dirais s'intéresser à la polyvalence de ces gens pour faire face au marché, à l'évolution technique, etc., c'est d'une certaine manière sécuriser le parcours de son personnel. Quels sont les outils pour développer la sécurisation des parcours ? Le premier outil, c'est la GPEC. Non pas une GPEC, je dirais, de manière trop mécanique, c'est-à-dire qu'on a longtemps considéré la GPEC comme une construction de référentiels figés, etc. Donc il faut être relativement souple. Les référentiels de compétences doivent avoir une certaine souplesse et ne pas tomber dans le travers de décrire trop finement les choses. Mais encore une fois, ouvrir des perspectives. La deuxième réponse qui permet de voir l'avenir, ce sont les observatoires de branches. Les branches ont mis en place, je ne
ne connais pas le détail, mais il y a différentes branches qui ont mis en place des observatoires qui donnent des perspectives et qui d'ailleurs recommandent à leurs ressortissants, dans les financements de la formation, de tenir compte de ces priorités. Et le troisième point, c'est que j'ai préconisé d'utiliser le bilan de compétences. Ce bilan, il existe depuis 1992 et il est faiblement utilisé. L'explication que j'en vois, moi, c'est d'une part, le bilan, c'est quelque chose de très organisé, très structuré, qui appartient aux salariés, ce qui, d'une certaine manière, est positif, mais l'entreprise peut se sentir un peu exclue des choses. C'est pour ça que le bilan est intéressant dans la mesure où il résulte d'une démarche conjointe. Ceux qui interviennent sont extérieurs à l'entreprise, donc ont du recul et de la distance par rapport à la situation réelle. Donc je dis que le bilan de compétences, complémentaire de ce qui peut se faire en entreprise, devrait être systématique. Il faut savoir ce que veut l'entreprise. L'entreprise veut être performante, garder ses salariés, donc les fidéliser. Je crois qu'il faut qu'elle en mette le prix, à condition de le maîtriser. Maxime Mazloum, Francis Morier nous dit qu'il y a aujourd'hui un véritable consensus autour de la sécurisation des parcours professionnels. Comment ça s'exprime dans la branche, ce consensus, aujourd'hui ? Le consensus s'exprime, je dirais, depuis très longtemps, autour de la formation, puis ensuite autour, effectivement, lorsque les lois sur la GPEC ont été édictées, nous avons donc mis en place à l'intérieur de la branche un accord de branche sur la GPEC. Nous avons mis en place un observatoire qui aujourd'hui fonctionne parfaitement bien et établit effectivement régulièrement, élabore des études, soit des études sectorielles, soit des études plus transverses et plus générales. Je pense que M. Barbecourt en parlera tout à l'heure. Ensuite, à travers les différents dispositifs qui ont été mis en place dans l'OPCA, enfin dans le FAFIEC, la série d'actions collectives nationales de formation qui ont été mises en place. Enfin, je dirais, la branche a une réponse globale sur l'élaboration de tous les outils nécessaires pour qu'aujourd'hui les entreprises puissent rentrer dans le parcours de la sécurisation professionnelle. Moi, la seule chose qui quelque part, non pas me choque, mais ne correspond pas tout à fait à ma vision. C'est ce que disait tout à l'heure M. Morier sur le bilan de compétences. À ma connaissance, le bilan de compétences est une démarche qui est faite, certes, à la demande du salarié avec l'accord de l'employeur, mais qui doit rester une démarche individuelle et qui reste de par son statut confidentiel, elle ne concerne que le salarié. Alors, cette façon de prendre le bilan de compétences et de l'édulcorer, moi, je suis assez réservé sur cette façon de voir les choses. Il existe d'autres démarches. D'abord, dans notre accord formation, nous avons rendu obligatoire l'entretien annuel. Nous avons mis en place ce qu'on appelle l'entretien professionnel. Il existe pour les seniors des entretiens à mi-parcours. Donc il existe des tas d'autres procédures ou démarches communes entre le salarié et l'employeur qui permettent à la fois au salarié et à l'employeur, en travaillant ensemble, quitte à ce que, si le cas est un peu difficile, faire intervenir un consultant externe à l'entreprise, de venir accompagner ce dialogue pour mieux comprendre, diagnostiquer le besoin du salarié. Mais essayons de mettre un peu d'ordre, parce que sinon, si chacun de nous commence à prendre un mot pour l'utiliser sous une autre formulation, en mettant d'autres contenus, on ne va plus s'y retrouver. Moi, je ne retrouve pas dans notre accord de branche, nous avons dans notre accord de formation un article concernant le bilan de compétences, ça ne correspond pas à ce que dit M. Morier. Donc je mets en garde les entreprises, reprenez les choses dans leur formulation. Je ne suis pas opposé au bilan de compétences, mais pas de la façon dont c'est décrit. Je suis tout à fait d'accord pour le bilan de compétences. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait donc ce dialogue et cette mise en commun entre le salarié et l'employeur pour faire évoluer les compétences des salariés. Mais
Attention à la confusion. Attention à la confusion. D'autant plus que ensuite, les bilans de compétences peuvent être cofinancés, ou une partie du coût d'un bilan de compétences peut être prise en charge par le FAFIEC, mais il faut répondre à un certain nombre de conditions. Donc, ne venez pas taper à la porte du FAFIEC en disant « Ah, monsieur, j'ai envie de faire un bilan de compétences, combien pouvez-vous me donner ?» Ils vous répondront « Allez voir ailleurs, refaites votre dossier, refaites votre démarche, appliquez les règles de notre accord formation. » Donc, attention à cette espèce de confusion des genres. Merci Maxime Masloum. Yves Guyorel, quand on a préparé la réunion d'aujourd'hui, vous avez eu une réaction comparable par rapport au bilan de compétences. Vous voulez compléter un peu ce qu'a dit Maxime Masloum? Oui, tout à fait, parce que le bilan de compétences qui est donné aux employeurs ou aux managers, pour moi, est une dérive. Tout simplement, c'est que ça peut marquer les points faibles du salarié et ça peut servir pour certaines autres choses que de la formation. Ce qui permet de se séparer du salarié ou quoi que ce soit. Et ces points faibles n'est pas bon aussi bien pour l'entreprise que... Alors d'autant plus qu'il existe... Surtout pour le salarié. Et surtout pour le salarié. D'autant plus qu'il existe l'entretien professionnel, comme le soulignait Maxime Masloum, et que la branche propose des formations à la conduite de cet entretien professionnel dans le cadre des actions collectives. Les actions collectives, pour vous préciser, ce sont des formations qui sont entièrement prises en charge par votre branche professionnelle sur des thématiques métiers, des thématiques transversales, c'est-à-dire il vous suffit de vous inscrire, d'inscrire le salarié, de faire la demande de financement au FAFIEC, vous participez à la réunion et vous n'avez aucune avance de trésorerie à faire, juste à participer à la réunion. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. De toute façon, ces actions collectives sont montées avec des entreprises, des techniciens en général et à la demande de certaines entreprises, donc soit nationales, soit régionales, suivant le cas. Suivant les bassins d'emploi, et donc c'est monté toujours conjointement avec certaines personnes, je dirais politiques, des gens du FAFIEC, que je remercie bien parce qu'ils ont énormément de travail à faire là-dessus, et des dirigeants d'entreprises qui sont toujours autour de la table pour pouvoir monter aussi bien le cahier des charges que toute la formation de ces actions. Actuellement, il doit y en avoir pas loin de 70. Donc, vous pouvez aller piocher dedans. Le catalogue est en ligne sur fafiec.fr. Merci beaucoup, Yves. Deuxième point soulevé par M. Francis Morier, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la fameuse GPEC dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est prévu au niveau de la branche pour aider les entreprises à enclencher ce type de démarche? On a souvent dit que ces démarches étaient un petit peu lourdes, un petit peu effectivement... difficile à mettre en œuvre. Est-ce que ça correspond toujours à une réalité aujourd'hui et qu'est-ce qu'il est prévu pour aider les entreprises à enclencher ce type de dynamique? Alors, notre accord de branche, quand nous avons mis en place cet accord qu'on a bien appelé accord de branche GPEC, nous avons voulu, je dirais, faire une démarche là aussi très pédagogique. Donc, nous avons commencé par confié à l'OPIEC, donc à l'Observatoire, qui est un outil très structuré pour nous permettre de faire des études. Nous avons confié à l'OPIEC une première étude de GPEC qu'on a appelée la GPEC de branche, ou qu'on appelle souvent la GPEC phase 1. Pourquoi phase 1 ? Parce que c'est une étude très globale pour chacun des grands métiers du numérique, de l'ingénierie, études conseil, et même les foires et salons, pour chacun de ces grandes familles de métiers, nous avons fait une étude très générale sur que peut être l'évolution économique et les évolutions de compétences de ces métiers sur les 5 prochaines années. En oubliant que de temps en temps, il peut y avoir un petit trou d'air qu'on appelle crise. Bon, j'appellerais ça un trou d'air parce que j'essaie d'être optimiste, parce que je ne voudrais pas non plus que les trous d'air, on ne va pas faire écraser tous les avions qui ont un trou d'air, heureusement. Donc, il faut oublier les crises qui sont de court terme, j'imagine,
et regardez les évolutions fondamentales qui apparaissent sur nos métiers et les changements qu'il va y avoir en termes de compétences. Donc, quand on analyse cela, et c'est ce qui a été fait, nous avons une étude à l'OPIEC qui existe, qui est mise en ligne sur le site du FAFIEC ou sur le site de l'OPIEC. Vous pouvez y accéder de deux façons. Et vous avez pour chaque famille une identification des facteurs majeurs structurants qui vont faire bouger les lignes de nos marchés, qui vont faire bouger les lignes des compétences et donc qui vont nécessiter des formations complémentaires. Cette étude GPEC, elle est destinée aux entreprises. Elle vous est destinée. C'est à vous de lire, de piocher dedans ce qui peut vous permettre de mieux éclairer vos stratégies, mieux éclairer vos plans de formation, mieux éclairer la gestion de vos ressources humaines et la gestion de vos compétences. C'est fait pour ça, une GPEC. Donc nous, branche, nous avons fait cette première phase. Ensuite, on s'est dit, c'est bien beau de faire ça, on va faire une deuxième phase. On va aller voir dans les entreprises comment les entreprises ont compris la GPEC et quand elles fait, elles, de leur côté, nous, branche, on a fait quelque chose, mais est-ce que les entreprises, quand on a mis en place un accord et qu'il y a une loi, qu'est-ce que les entreprises font? Alors c'est vrai que la loi n'oblige que les entreprises de plus de 300 salariés à démarrer, soit négocier un accord GPEC, soit démarrer une démarche GPEC, mais les entreprises de moins de 300 salariés peuvent y accéder volontairement. Donc on a fait une étude, une espèce d'enquête pour voir qu'est-ce que les entreprises font. L'enquête, je peux vous dire, n'est pas extraordinairement réjouissante, hein, parce qu'on s'est aperçu que, bon, certes, 85% des entreprises ou des personnes qu'on a interrogées savaient ce que c'était une GPEC, mais il en reste quand même 15% qui ne savaient pas ce que c'était une GPEC. Bon, ça vous fait un peu, voilà, vous avez mal votre... Voilà. Ensuite, quand on a demandé, est-ce que vous savez qu'il y avait un accord de branche concernant la GPEC? La même chose, il y avait à peu près 20% des entreprises de notre branche. Moi, je me suis dit, est-ce que je suis dans la branche ou je suis ailleurs là? Bon, il y a 20% des entreprises de la branche qui ne connaissent pas qu'il y a eu un accord GPEC. Alors, je n'ai pas osé leur poser la question de savoir s'ils savaient qu'il y avait une étude faite par l'OPIEC. Alors là, ça aurait été une catastrophe. Hein. Mais bon, donc, on s'est retenu, on n'a pas posé la question. Enfin, on a posé des tas d'autres questions et on s'est aperçu qu'effectivement, quand on avait un dialogue avec le DRH ou avec le chef d'entreprise sur la GPEC et qu'on s'expliquait avec lui pour lui réexpliquer, mais presque face à face, ce qu'était la GPEC, on s'apercevait qu'il y avait un certain intérêt, qu'il y avait répondant, que les personnes qu'on avait en face de nous se disaient « mais oui, au fond, c'est pas mal ». Mais c'est vrai que, comme disait M. Moyer, il ne faut pas non plus que ça soit une espèce de grosse machine. La GPEC, ce n'est pas une machine à broyer du DRH. Hein. Parce que là, vraiment, là, on sortirait du steak haché. Non, ce n'est pas ça, la GPEC. Ce n'est pas pour faire des steaks hachés. C'est pour vous aider à voir clair, c'est pour vous aider à aller de l'avant, c'est pour vous aider à mieux identifier les besoins de vos entreprises, à mieux gérer vos compétences et vos salariés. Et nous avons décidé, donc c'est long, tu vois, on a fait des choses. Hein. Et donc à l'OPIEC, nous avons été plus loin. Nous venons juste de démarrer ce qu'on appelle des observatoires dynamiques. Nous avons décidé de prendre de mémoire 12 bassins d'emploi répartis sur toute la France. Donc on a identifié 12 bassins d'emploi. Et sur chaque bassin d'emploi, dans chaque bassin d'emploi, nous allons identifier 20 emplois types, qui sont les emplois, les métiers les plus fréquents, je dirais, dans nos différents métiers. Et pour chacun de ces métiers par bassin d'emploi, nous allons étudier de façon régulière, tous les 6 mois, vous allez avoir un espèce de bulletin de l'observatoire qui vous donnera, bassin d'emploi par bassin d'emploi, la situation de ces métiers en termes, est-ce des métiers qui sont aujourd'hui en forte demande? Est-ce des métiers qui sont stables? Est-ce des métiers qui sont en train d'évoluer avec des compétences en plus qui apparaissent comme étant nécessaires pour que ces emplois persistent?
ou est-ce des emplois émergents, c'est-à-dire que dans un bassin d'emploi, de nouvelles compétences sont nécessaires parce que le marché est en train de bouger, le marché de nos donneurs d'ordre est en train de bouger, et donc nous qui sommes des prestataires de services, prestataires en numérique, prestataires en ingénierie, prestataires en études et conseils, nous avons besoin de faire adapter les compétences de nos salariés, bassin d'emploi par bassin d'emploi, et travailler de cette façon-là pour vous. Parce que moi, cette étude, ce n'est pas pour qu'on se regarde dans un miroir. La branche n'a pas besoin, nous, en tant qu'instance, l'OPIEC n'a pas besoin de se regarder. L'OPIEC ne travaille que pour vous. C'est à vous, bassin d'emploi par bassin d'emploi, d'appréhender, de vous saisir de ces études et de pouvoir les utiliser au maximum. Donc voilà, par exemple, en ce qui concerne la GPEC, si j'ai répondu à ta question, Roland. Merci beaucoup, Maxime. Vous le voyez, on a des administrateurs du FAFEC qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui sont investis par leur mission. Yves, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la GPEC ? Oui. Actuellement, il y a des dispositifs pour aider justement les entreprises à pouvoir intégrer la GPEC chez eux, qui sont principalement pour les moins de 200, entre autres. Il y a un EDEC national qui est donc en partenariat avec l'État. Et ce sont des cabinets extérieurs qui sont capables d'aider les entreprises, de leur, je dirais pas de monter la GPEC, mais de les orienter pour pouvoir l'intégrer dans chaque société. Nous avons aussi une action collective. Voilà. Oui, sur la GPEC. Sur la GPEC. Même, je crois qu'elle se décline en 2 niveaux, cette action collective. Hein. Absolument, pour initier ceux qui le souhaitent à la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'entreprise. Et il me semble qu'elle a été montée à Toulouse. De mémoire. De mémoire, elle a été montée à Toulouse. Oui, mais enfin, elle est répartie sur tout le territoire national. Oui, mais elle a été montée pour l'antenne. Donc les entreprises de moins de 300 salariés qui souhaitent, donc je vous ai fait une annonce officielle, les entreprises de moins de 300 salariés, je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes dans la salle, qui souhaitent mettre en place une démarche GPEC et qui n'ont pas encore commencé à le faire, ou qui ont, je dirais, commencé à y réfléchir, mais sans aller plus avant, et qui souhaitent être accompagnés financièrement à travers la mise en place d'un consultant externe qui vient travailler gratuitement pour vous pendant les 3 semaines, 1 mois ou 3 mois en fonction de la dimension de votre entreprise, et que vous souhaitez être accompagné pour mettre en place une démarche GPEC dans votre entreprise, s'il vous plaît, faites-vous connaître, envoyez votre dossier au FAFIEC. Il y a une personne qui est dédiée pour recevoir les dossiers, les étudier, puisque nous avons négocié avec l'État du financement. Vous imaginez, l'État qui est presque en faillite. Nous avons obtenu des finances de l'État. Donc, ça prouve que ce que nous leur proposons a du sens, qu'ils considèrent que ce que nous leur proposons est nécessaire pour maintenir l'emploi ou le faire évoluer. Donc, nous avons de l'argent de l'État pour aider les entreprises à mettre en place une démarche GPEC, prioritairement pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc, merci Maxime. Nous avons une question. Bonjour monsieur. Bonjour, Alain Rabary, éditeur de logiciels dans l'informatique. J'ai aussi un rôle auprès du FAFIEC local, puisque je fais partie des gens qui politiquement s'engagent pour essayer de trouver des fonds extérieurs. Je voudrais renforcer ce que dit Maxime Loum sur l'efficacité des documents, des informations que fournit l'OPIEC. Mais par rapport à ça, amener une petite remarque. Première remarque sur Toulouse, dans le numérique, je suis éditeur de logiciels, donc je représente plutôt la Syntec numérique. Il y a 2600 établissements et il y en a 120 qui ont plus de 20 salariés. Et dans ces métiers-là, donc on est faible, dans ces métiers-là, il y a un métier très particulier qui n'a pas forcément des donneurs d'ordre.
C'est ce métier que je défends, qui est le métier des éditeurs de logiciels. Or, aujourd'hui, dans le fabuleux référentiel qu'a fait la fédération, qu'on trouve sous l'OPIEC, il y a un trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette qui sont les éditeurs de logiciels. Et j'en ai deux éléments. Le premier élément, nous considérons souvent comme un élément transversal dans notre profession l'aspect marketing. Pour moi, c'est central dans mon métier. Et j'ai une vision complètement différente de mes copains sociétés de services ou ingénierie. Et je crois que là, il y a un petit besoin à compléter, à faire une démarche complémentaire. Je retrouve dans la définition du référentiel des postes et des métiers un certain nombre de choses qui sont proches des miens, mais il y a beaucoup d'absences. Et je crois que là, on est une profession qui représentons quand même la moitié à peu près de l'activité des sociétés de services. C'est plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est une profession qui en plus est émiettée. Beaucoup d'entreprises sont en dessous de 150 salariés. Si on nous aide à ces chefs d'entreprise, que je suis, qui sont tous les matins au four, au fourneau, on fait plein de choses, avoir un référentiel qui nous font gagner du temps. J'ai travaillé, moi, de mon côté, parce que je suis aussi un acteur du domaine RH. C'est pas évident si on ne donne pas des outils pour gagner du temps. Voilà, c'était ma petite contribution à ce débat. On va le noter, on va faire remonter cela au niveau donc des instances de la branche en demandant que le référentiel des métiers du numérique soit étendu, prendre en charge, je dirais, des métiers qui peut-être au moment où les référentiels ont été élaborés, c'était une première fois, le référentiel a été créé une première fois en 2005, il a été révisé fin 2009, début 2010. Mais rien n'empêche de le réviser encore une fois. Enfin, je dirais, un référentiel, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas gravé dans du sable, parce que sinon le premier coup de vent le fait disparaître. Mais c'est pas gravé dans du marbre, c'est-à-dire que ça va pas rester 30 ans. On peut très bien le réviser. Ceci étant, je voudrais simplement attirer l'attention, c'est que l'OPIEC, par contre, a fait des études sur les éditeurs de logiciels de mémoire, et faudrait peut-être que vous regardiez si ces études déjà peuvent vous aider, ou si à travers ces études, on peut identifier des emplois types sur lesquels ensuite on peut construire un référentiel. Très bien, merci Maxime. Et donc les journées de la formation, ça sert aussi à ça. Monsieur, merci de votre remarque. Est-ce que vous avez une autre question dans la salle à poser à nos intervenants à ce stade? Oui, monsieur, je vous amène le micro. Bonjour monsieur. Bonjour, Philippe Mispouillet, je suis un bureau d'études en chauffage et clim. Je suis travailleur non salarié, donc par contre mes collaborateurs utilisent le FAFIEC pour les financements. J'ai 5 collaborateurs. J'entends beaucoup parler d'entreprises de moins de 300, et il me semble tout à l'heure avoir entendu que 80% des adhérents font moins de 10. La GPEC, c'est sûr que c'est quelque chose de forcément très intéressant et certainement fondamental pour la suite. Maintenant, ça prend combien de temps par semaine? Sachant que j'aimerais suivre une des formations, mais étant TNS, je ne vais pas pouvoir passer par le FAFIEC. Et envoyer un de mes salariés faire ça, je n'ai pas de DRH. Donc voilà, je suis un petit peu très intéressé, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Je pense qu'il y a deux choses dans votre question. Il y a d'une part, si vous souhaitez qu'un de vos salariés, parce qu'effectivement, malheureusement, vous-même, on ne peut pas vous prendre en charge, parce que bon, c'est comme ça, les lois sont faites, on ne peut pas aller au-delà des lois. Mais si vous souhaitez qu'un de vos salariés suive une formation pour mieux comprendre ce qu'est la GPEC, rien ne vous empêche. Hein. Si vous êtes une entreprise qui cotise au FAFIEC, ce n'est pas parce que le gérant de l'entreprise n'a pas un statut de salarié que les salariés n'ont pas le droit. Donc vous avez parfaitement le droit. Il y a des procédures. Enfin,
l'antenne, si vous êtes dans le sud-ouest, l'antenne de Toulouse doit être capable de vous aider à monter un dossier pour faire le suivi d'une formation. Mais une formation GPEC, de mémoire, c'est 2 jours. Oui, non, mais la formation d'action collective, je crois que c'est ou 2 jours ou 3 jours au maximum. Hein. Bon. Et vous pouvez accéder à cette formation, je parle bien d'une formation, vous pouvez y accéder soit directement comme une action collective, soit vous pouvez aussi passer par un dispositif qu'on appelle l'ADEC, qui est un dispositif cofinancé avec l'État. Okay, mais ça, c'est l'antenne de Toulouse qui va vous aider. Hein. Ne vous compliquez pas l'esprit. Vous allez voir votre conseiller, vous voyez avec elle, vous expliquez ce que vous souhaitez comme formation GPEC. Ça, c'est une chose. D'autre part, si vous, en tant que patron d'entreprise et pour votre entreprise, vous souhaitez rentrer dans une démarche de GPEC que vous appliquerez pour votre entreprise, c'est une autre démarche. C'est d'autres démarches où vous pouvez vous adresser au FAFIEC pour qu'on vous aide en vous envoyant un consultant qui viendra travailler avec vous. Je ne sais pas identifier a priori, tout dépend de la situation de l'entreprise, mais ça peut être entre 5 à 7 ou 8 ou 10 jours de consultant pour lesquels vous n'avez pas grand-chose à payer, hein, et qui va venir vous aider à mieux identifier les compétences, à identifier des référentiels, à vous aider à réfléchir sur un plan de développement de votre entreprise. Et ça, c'est un autre dispositif qu'on appelle l'EDEC, avec un E, E-D-E-C. Donc, vous voyez, il y a l'EDEC qui est national pour aider à mettre en place des systèmes de GPEC. Et il y a l'ADEC avec un A. C'est pour les formations. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. Bon, mais... Donc, je vous disais tout à l'heure que les salariés ne s'y retrouvent pas. Moi, j'essaie de m'y retrouver aussi avec tous les sigles avec lesquels il faut jongler. Mais enfin, bon... Merci en sachant qu'il y a du financement après, on les apprend vite, hein, vous savez. Merci Maxime. Dominique, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette démarche GPEC? Oui, mais Maxime, emporté par la fougue, comme je... Non, on a dit beaucoup. Simplement, oui, en effet, heureusement que les 80% d'entreprises qui composent le portefeuille adhérent au FAFIEC ont accès à l'ensemble des dispositifs. 50 000 adhérents cotisants, 80% de moins de 10, qui utilisent bien l'ensemble des dispositifs, que leur gérant soit salarié ou pas. Donc je vois, mais c'est aussi à ça que servent les journées de formation, vous le disiez tout à l'heure, je vois déjà l'entreprise et Amélie Leclerc qui communiquent, et c'est tout à fait illustrant de ce qu'il faut faire pour parvenir in fine à entrer dans les dispositifs, à lever les freins. Je crois que les problèmes sont faits à notre niveau pour être résolus. Ceux-ci, on saura les résoudre et inviter un collaborateur salarié à investir sur 2 ou 3 journées pour rentrer dans une démarche GPEC qui ensuite bénéficiera à l'ensemble de l'entreprise. Alors, sans parler tout de suite de... Merci Dominique. Sans parler tout de suite de GPEC, il y a aussi une action collective qui est pilote de formation et qui consiste à professionnaliser un assistant administratif ou un personnel de l'entreprise sur la démarche formation en général. Vous pouvez dire quelques mots de cette action? Oui, merci de nous rappeler cette belle action collective. Je dis belle parce qu'elle est très originale dans la mesure où, là aussi, sur 2 ou 3 jours, donc on est vraiment sur des sessions courtes, adaptées à la façon dont les entreprises et les chefs d'entreprise peuvent libérer leurs collaborateurs. Donc sur une session courte, on a la vocation de former une personne dans l'organisation à la maîtrise des grands dossiers, des grands sujets, des grands sigles, je sais s'il y en a, autour de la formation professionnelle. Et en particulier, on va faire intervenir un collaborateur du FAFIEC, un conseiller de formation en général, qui va venir présenter à l'ensemble des personnes en formation, eh bien, précisément l'OPCA et l'ensemble des démarches administratives à accomplir pour monter de manière efficace, sans faille, un contrat de professionnalisation, un dossier action collective et présenter l'ensemble des services. Donc c'est une formation tout à fait originale. Je ne sais pas s'il y en existe beaucoup dans l'univers de la formation professionnelle, là, où l'OPCA, en direct, vient parler dans une session de formation de son fonctionnement et de la meilleure façon de l'utiliser. Et encore une fois, 100% financé, 100% pris en charge par la branche. Vous l'avez peut-être noté, tout à l'heure, M. Francis Morier nous a parlé également des observatoires de branche. C'est une notion qui a été largement développée également
par Maxime Mazloum. On va y revenir plus précisément, encore plus précisément, dans quelques instants avec René Barbeco, à qui je vais demander de bien vouloir aller s'installer en tribune. Mais auparavant, je vous propose une courte vidéo. Elle nous explique comment fonctionnent les différentes instances entre elles, les différents organismes qui gèrent la formation professionnelle dans la branche. Regardez. En France, tout au long de sa vie, chacun a accès à la formation, que ce soit au titre des formations initiales scolaires ou universitaires pour les étudiants ou au titre de la formation professionnelle continue pour toute personne déjà engagée dans la vie active. Savez-vous que les employeurs ont l'obligation de cotiser pour la formation professionnelle de leurs salariés ? Cette cotisation s'exprime en pourcentage de la masse salariale de l'entreprise. Certaines branches professionnelles en France ont souhaité collecter et gérer une partie de cette obligation. C'est notamment le cas de la branche qui regroupe les métiers de l'informatique, de l'ingénierie, du conseil, des études, foires, salons, congrès et traductions. Alors qu'est-ce qu'une branche ? Une branche professionnelle regroupe des entreprises relevant d'une même convention collective. Notre branche réunit des représentants d'organisations d'employeurs et d'organisations syndicales de salariés. Et au fait, qui compose ces organisations d'employeurs et de salariés ? Les organisations d'employeurs et de salariés sont composées de personnes comme vous et moi, salariés ou cadres dirigeants. Le représentant mandaté s'engage et agit pour l'intérêt des salariés et des entreprises. La politique de formation de la branche professionnelle est débattue. Elle fait l'objet de décisions au sein de deux principales instances. La Commission paritaire nationale pour l'emploi, CPNE, le Conseil d'administration du FAFIEC, l'organisme paritaire collecteur agréé. Quel est le rôle de ces deux instances ? Parmi ses missions, la CPNE a pour rôle d'étudier les besoins de la branche en matière de formation professionnelle et de définir les orientations et priorités à donner à la politique de formation. Concrètement, comment se prennent les décisions au sein d'une branche ? Paritarisme. C'est l'une des valeurs de la prise de décision au sein de la branche. Le paritarisme veut en effet qu'une représentation équitable des intérêts des employeurs et des salariés soit garantie dans le processus de décision. Pour définir les grandes orientations et anticiper les besoins de formation, la branche dispose d'un observatoire des métiers et des compétences, l'OPIEC. Cet observatoire a en charge la réalisation d'études socio-économiques pour le compte de la Commission paritaire nationale pour l'emploi. La commission donne ensuite ses orientations stratégiques au conseil d'administration du FAFIEC.